L'épreuve de synthèse. L'exercice de synthèse consiste à regrouper de manière cohérente un ensemble d'éléments dispersés. Il permet de mettre en évidence chez le candidat sa capacité de compréhension, sa maîtrise de la langue et son aptitude à organiser et à rédiger les idées essentielles. L'organisation du devoir. Pour la commodité de l'épreuve, 6 grandes étapes doivent être respectées. La lecture et l'analyse des documents, le résumé de chaque document, la recherche de la problématique, la construction du plan, la rédaction et la relecture. La lecture et l'analyse des documents. Avant de lire en détail chacun des documents du dossier, commencez par parcourir rapidement chacun d'eux, en gros 1 minute par document, afin de vous faire une idée des principaux thèmes et de relever leurs coordonnées, auteur, source, année. Une fois le balayage effectué, vous devez avoir une idée du thème commun qui les rassemble et qui parfois apparaît en gros titre sur la première page du dossier. Ensuite, reprenez les documents un par un. Un conseil, notez le nom des auteurs, la source et l'année de parution mentionnée en général sous le document. Numérotez-le. Cette seconde lecture plus approfondie doit être accompagnée d'une prise de notes concernant les idées qui vous paraissent intéressantes et primordiales. Certains candidats préfèrent surligner directement sur le document les mots-clés ainsi que les articulations utilisées par l'auteur. Néanmoins, à l'inverse, par ailleurs, cependant. Attention, la longueur des notes que vous prendrez n'est en rien proportionnelle à celle du texte que vous étudierez. N'oubliez pas de dégager l'angle du texte ou son point de vue, à savoir si l'auteur considère positivement ou négativement le sujet, s'il se pose des questions compte tenu de sa situation, le statut, l'époque. Vous procéderez ainsi pour chacun des textes. Le résumé de chaque document. Essayez de représenter l'essentiel des idées et des articulations des textes. Chaque élève a sa méthodologie. Vous devrez pour chaque document résumer les idées clés. Cet exercice ne doit surtout pas être du recopiage. Non, vous devez avoir recours à des synonymes, des prépositions, des conjonctions pour retranscrire par écrit les positions de l'auteur. Un conseil toutefois, utilisez uniquement un seul côté de votre feuille de brouillon pour écrire. Ainsi, vous éviterez de perdre du temps lorsque vous aborderez la construction de votre plan. Cet exercice doit se faire pour chacun des supports du dossier. La recherche de la problématique. Mais pourquoi ces divergences ou ces convergences entre auteurs? Parce qu'il y a un point qui fait problème, une difficulté à laquelle chacun apporte ses réponses spécifiques. Cette question capitale s'appelle la problématique. C'est elle que vous devrez avoir à l'esprit en permanence et que vous annoncerez dès votre introduction. Elle sera le fil directeur qui animera la rédaction de votre synthèse et qui déterminera le plan que vous suivrez au cours de votre développement. La construction du plan. C'est l'étape la plus difficile de l'épreuve qui demande rapidité d'esprit et d'écriture. Ayez en mémoire quelques grands plans types. Votre devoir aura tout intérêt à comporter 3 grandes parties, mais il arrive fréquemment que 2 parties puissent suffire compte tenu des idées présentées dans les documents. Le plan dialectique hérité de nos dissertations de lycéens est le plus utilisé. La thèse, on présente le pour, l'antithèse, on présente le contre, et la synthèse, on essaie de montrer qu'une troisième voie est possible allant au-delà de la thèse et de l'antithèse. Le plan diagnostic-remède est également possible et paraît moins banal que le précédent. Constat et éventuellement cause, conséquence, solution. Sachez que les parties du plan que vous choisirez devront être à peu près égales en termes d'informations et de mots. Si à la lecture des documents vous ne notez que des constats et une solution, il est de toute évidence déséquilibré. Par conséquent, le plan dialectique sera sans doute retenu. Par ailleurs, vous n'oublierez pas pour chaque idée essentielle d'indiquer les références aux auteurs, au texte du dossier ou tout simplement au numéro du document. Par exemple, alors que M. Butor témoigne d'intérêt actuel pour la littérature de jeunesse, le document 3 signé E. Tizigri affiche une prise de position plus nuancée quant aux livres qui doivent passer entre les mains des enfants. Bien que contraignant, le respect de ces conseils vous permettra de passer directement à la rédaction sans écrire votre texte au brouillon. Vous aurez uniquement le temps de structurer votre plan sur papier. Seule l'introduction et la conclusion pourraient être entièrement rédigées avant d'être recopiées au propre car ce sont 2 parties capitales et déterminantes pour accrocher l'attention du lecteur ou du correcteur. L'introduction, elle est obligatoire dans votre devoir et doit comporter 3 parties essentielles. L'annonce des textes de référence, titre, auteur, année, éventuellement l'idée centrale du texte. La présentation de la problématique, c'est-à-dire le problème central posé par l'ensemble des textes, et l'annonce du plan permettant au correcteur d'avoir un aperçu du parcours de lecture à accomplir. Le développement
Rappelons d'abord un certain nombre d'interdits. Vous ne devez ajouter aucune prise de position ou idée qui ne serait pas celle des auteurs. Cet exercice est purement et simplement objectif. Par conséquent, n'utilisez pas le nous ou le je. Reprenez le nom d'un auteur ou le numéro du texte pour annoncer une idée. Cette étape du devoir n'est en rien un résumé ni une juxtaposition de résumés des différents textes. Elle devra être recomposée par recoupage, complémentarité ou opposition d'idées. Vous ne devrez pas reprendre les mots initialement utilisés dans les textes, sauf lorsqu'ils n'ont aucun véritable équivalent, parce qu'appartenant au concept ou au vocabulaire spécifique d'un auteur ou d'une discipline. Votre synthèse devra comporter un développement suivant un plan ordonné et dynamique comportant des parties bien distinctes. Vous pourrez sauter une ligne entre les différentes parties qui le composent. Dans la même perspective, quand vous allez à la ligne, utilisez le retrait d'alinéa. Votre mise en page étant plus aérée, elle apparaîtra plus claire. Pensez également à utiliser des phrases de transition. À la fin d'une partie, vous annoncez tout simplement de quoi vous allez parler. Par exemple, après avoir évoqué l'ensemble des raisons, il nous reste à émettre quelques solutions. Mais cependant, quelques fervents adeptes de cette activité sportive ont une prise de position plus favorable. Voilà, des phrases de ce genre-là. Votre style d'écriture doit être simple et cohérent. Évitez la répétition trop fréquente des mêmes termes. Pensez à des synonymes, notamment pour les mots les plus redondants. Le mot auteur peut être remplacé par écrivain, romancier, critique, homme de lettres, enseignant, historien, chroniqueur. Le mot opinion peut s'appeler aussi idée, avis, appréciation, sentiment, point de vue, impression, jugement. Le mot dire peut se nuancer en affirmer, souligner, observer, constater, déclarer, alléguer, mettre en évidence. Et le mot document peut également se dire texte, passage, extrait, analyse, enquête, essai, écrit, ouvrage. N'oubliez pas non plus les connecteurs logiques tels que par conséquent, néanmoins, de surcroît, toutefois, par ailleurs, de plus, en complément, ainsi, en somme, en fin de compte. Ils permettent d'articuler le discours en marquant diverses nuances. Comment aborder cette étape? Chaque élève a sa propre méthode pour rédiger le développement, l'essentiel étant de réaliser un recoupage cohérent, harmonieux et fidèle aux pensées des différents auteurs. Certains auront appris à faire un tableau reprenant texte par texte les lignes directrices, d'autres n'utiliseront que le surlignage, mais le risque est d'oublier des idées importantes. Autre piste, celle de résumer chaque texte sur une feuille volante, en reprenant vos notes, recouper ou opposer les positions de chacun. Par exemple, l'auteur du document 1 précise que la violence à l'école est un fléau de plus en plus courant. Cette prise de position est la même que pour celui du document 4, qui affirme respect et attitude pacifique ne sont plus les fers de lance des jeunes d'aujourd'hui. Le document 2, se voulant plus nuancé, note même si parfois la violence plane, elle est peu fréquente et plutôt isolée. Dans votre devoir, vous pourrez ainsi reformuler les idées en les regroupant de la manière suivante. La virulence des comportements scolaires est une évidence que partagent les auteurs des documents 1 et 4, que nuance avec une certaine habileté J. Bruno dans le deuxième sujet en faisant remarquer qu'elle n'a aucun caractère général, mais bien au contraire exceptionnel. Pour mieux aborder cette étape du devoir, nous vous proposons étape par étape une correction qui servira d'exemple avant de vous lancer à votre tour. La conclusion, elle n'est absolument pas obligatoire lors de cette épreuve. En conséquence, si vous constatez que vous n'avez plus assez de temps pour la faire ou que les sources d'inspiration sont floues, ne la faites pas. Elle est une réponse à l'introduction. Par exemple, les 4 auteurs s'accordent sur l'essentiel. Le choix de la littérature à l'école ne signifie pas le retour à des pratiques anciennes, mais au contraire d'ouvrir l'engagement des maîtres vers des pratiques plus novatrices demandant compétences et investissements personnels. L'approche pratique est détaillée. Nous allons à présent passer à la pratique et proposer de travailler sur un exemple concret. Les textes sont volontairement plus courts que ceux que vous aurez le jour de l'épreuve, mais vous permettent de mieux cibler les idées clés et d'en comprendre les procédés d'écriture. Donc par exemple, le sujet. Dans une synthèse ordonnée, objective et concise, vous présenterez les problèmes soulevés par l'ensemble des documents. La réponse doit être rédigée en une ou deux pages au plus et comporter une introduction à un développement. Elle n'implique en aucune consigne. Elle n'implique aucune conclusion obligatoire. On admettra pour la référence au texte le renvoi soit à l'auteur, soit au numéro du document. Avec 6 documents joints. Donc le document 1, on a les emplois précaires, donc un tableau de l'INSEE avec des dates et les différents types de contrats, intérim, contrat de durée déterminée, apprenti, stagiaire, etc. Le document 2,
euh, tiré de La Découverte. On va le lire. D'après une recherche récente effectuée à partir de l'enquête Situation défavorisée de l'INSEE, le chômage de longue durée s'accompagne d'une réduction sensible de la sociabilité familiale. La proportion des chômeurs n'ayant pas rencontré deux parents au cours des 3 derniers mois passe de 11% à 17%, selon qu'ils soient au chômage depuis moins ou plus de 2 ans. Le soutien réticulaire s'estompe surtout dans le bas de l'échelle sociale. 61% des employés et 48% des ouvriers bénéficient d'un fort support relationnel lorsqu'ils sont au chômage depuis moins de 2 ans. Ce n'est plus le cas de 47% des premiers et 38% des seconds lorsque le chômage excède 2 ans. La protection dispensée par la parenté est donc elle-même précaire et sans doute d'autant plus que la situation du bénéficiaire l'est aussi. Document 3 de Folio, l'Europe des Européens. Mais individualisme ne veut pas dire isolement, bien au contraire, le renforcement de l'individualisme suppose le renforcement de liens sociaux de toutes sortes et la multiplication des réseaux sociaux. Si la cellule familiale se fragilise, les liens de parenté se renforcent. On ne partage plus le même logement dans une large maisonnée, mais on vit à proximité dans une parenté localisée. Le réseau plus élargi de parenté entretient des rapports plus épisodiques mais symboliquement forts. D'autres exemples pourraient être accumulés, réseaux d'amis, associations et activités diverses, culturelles et sportives notamment. Ces innombrables réseaux forment un enchevêtrement de liens qui traversent les clivages et rassemblent les individus que les clivages divisent. Document 4 du Seuil. L'âge d'or de la condition salariale a été lié à l'apogée des entreprises géantes et des grands systèmes productifs. Jusque dans les années 1960, le mouvement économique allait dans le sens d'une sorte de simplification de l'organisation productive. Les travailleurs indépendants, les artisans et les petits ateliers s'effaçaient peu à peu alors que grossissaient les gros bataillons de salariés dans les entreprises. Cette structure facilitait la mise en place par la négociation collective de règles protectrices. Le processus actuel est inverse. Les grandes entreprises multiplient les licenciements et réduisent les effectifs alors qu'émerge un nouvel univers de sous-traitants, de petites sociétés de services et de nouvelles formes de travail indépendant. Document 5, c'est encore un espèce de schéma. Les aides aux descendants, donc selon l'âge des ménages. C'est une enquête de l'INSEE. Et le dernier document, le document 6, le RMI entendait répondre aux exigences de la solidarité des Français d'une double façon. Il devait d'abord permettre de consolider le système de protection sociale. Il a été instauré pour boucher les trous du filet qui, depuis plusieurs années, laissait échapper de plus en plus de personnes en situation de grande pauvreté. Le RMI s'inscrivait dans la continuité historique de l'État-providence, l'extension des droits des plus démunis en fonction d'une nouvelle appréciation des risques auxquels ils sont confrontés. Mais il ne se définissait pas seulement comme une nouvelle allocation d'assistance, il avait aussi pour but d'insérer, c'est-à-dire faire participer les pauvres aux échanges sociaux. Du PUF 1993. Donc, construisons ensemble le résumé de chaque texte. Le document 1, enquête INSEE, emploi précaire, numéro 530, juin 1997. De 1984 à 1997, la population active occupée a augmenté de 1 million de personnes, alors que les emplois précaires ont été de plus de 1,254 millions de personnes. Les évolutions les plus marquantes ont été en matière d'intérim et de contrats à durée déterminée. Le document 2, l'exclusion de l'état des savoirs, JH de chaud. D'après une enquête de l'INSEE, le chômage de longue durée, 2 ans, égale baisse de la sociabilité familiale, surtout dans les catégories sociales les plus modestes, ouvriers employés. Conclusion, plus la situation sociale est difficile, moins la protection familiale est solide. Document 3, l'Europe des Européens, H. Mandras. L'individualisme sous-entend un renforcement des liens sociaux, parents et des réseaux sociaux, amis, associations, sport. Conclusion, document s'opposant au précédent, là au contraire l'individualisme n'entraîne pas un repli sur soi, mais un développement de contacts extérieurs, que ce soit par rapport à la cellule familiale dans le cadre d'activités sportives, associations culturelles. Document 4, le nouvel âge des inégalités, JP Fitoussi et P. Rosanne Vallon. Depuis une vingtaine d'années, de nouvelles formes de travail apparaissent sous forme de petites structures. La solidarité et la protection juridique des salariés se retrouvent fragilisées. Document 5, l'enquête INSEE sur le budget des familles 1994-1995. Le document met en évidence l'entraide familiale de la génération pivot, les parents vers les enfants 20 à 40 ans et les grands-parents 60 ans et plus. Document 6, la société française et ses pauvres, S. Pogam. L'instauration du revenu minimum d'insertion avait deux objectifs, la protection sociale des plus démunis et l'insertion dans la vie sociale. Donc, bâtissons le plan du devoir.
l'introduction et le développement. Il apparaît que pour pouvoir exploiter ces textes et pour équilibrer chacune des parties du développement, constats, causes et conséquences sont les pistes à retenir. Donc l'introduction. Présentation des documents, des 6 documents. 4 extraits de livres. L'exclusion des savoirs de J.H. de Chaux, L'Europe des Européens de H. Mandras, Le Nouvel Âge des Inégalités de Fitoussi et Rosanne Vallon, La Société française et ses pauvres de Pogam, et 2 enquêtes INSEE, emploi précaire et budget des familles, respectivement 97 et 95. Donc la problématique, remise en question des solidarités traditionnelles et apparition de nouveaux appels à la solidarité. Annonce du plan. Constat. Affaiblissement des solidarités traditionnelles. Cause. Évolution économique défavorable. Conséquence. Apparition de nouvelles formes de solidarité sociale. Donc plus détaillé, le constat. L'affaiblissement des solidarités traditionnelles lorsque la situation familiale est de plus en plus fragile du fait d'une situation économique précaire, la baisse de la sociabilité familiale par rapport au document 2 est constat d'autant plus marquant dans les milieux les plus modestes, et la baisse de solidarité au sein de l'entreprise, document 4. Les causes, l'évolution des structures économiques, crise économique égale chômage surtout de longue durée, document 2, montée de l'emploi précaire, document 1, et gestion de la main-d'œuvre conduisant à discriminer les statuts dans les organisations et à restreindre la solidarité, document 4. Et les conséquences, apparition de nouvelles formes de solidarité sociale. Recomposition des familles autour du lien parental qui prend la suite du lien conjugal, entraide entre générations est forte, document 5. Comportement solidaire dans la mise en place des réseaux sociaux, associations, sport, culture, document 3. Solidarité institutionnelle, document 6. RMI ayant 2 objectifs, insertion et protection sociale. Et donc, pour finir, l'exemple de la synthèse rédigée, donc introduction, constat, cause et conséquences. Introduction, donc ça on ne le marque pas, hein. Ce dossier composé de 6 documents comporte 4 extraits de livres. L'exclusion, l'état des savoirs de J.H. de Chaux, l'Europe des Européens de H. Mandras, le nouvel âge des inégalités de J.P. Fitoussi et P. Rosanne Vallon, la Société française et ses pauvres de S. Pogam, ainsi que 2 enquêtes de l'INSEE portant sur emploi précaire juin 97 et budget des familles 94-95. L'ensemble des documents met en évidence l'affaiblissement des solidarités traditionnelles et l'apparition de nouvelles formes de soutien social. Nous verrons dans un premier temps à quel niveau se situe l'affaiblissement des solidarités traditionnelles, accentué essentiellement par une dynamique économique fragilisée qui fera l'objet de la seconde partie du devoir. Enfin, nous mettrons en évidence l'apparition de nouvelles formes de solidarité sociale. On passe au constat. Lorsque la situation sociale de l'individu est rendue plus difficile, constate J.H. de Chaux dans le document 2, la protection familiale s'effrite et les liens parentaux se fragilisent. Constat d'autant plus marquant lorsque la catégorie sociale de l'individu est modeste. De plus, ajoute J.P. Fitoussi et P. Rosanne Vallon, la solidarité au sein de l'entreprise a également diminué car l'apparition de nouvelles formes de travail n'a pas facilité le maintien de la protection juridique et sociale à l'égard des salariés. Face à ces 2 constats, l'évolution des structures économiques ne fait qu'accentuer la situation. Cause. La crise économique est marquée par une montée du chômage qui fragilise l'effet solidarité, précise J.H. de Chaux, surtout lorsqu'il est de longue durée, ainsi que la montée de l'emploi précaire d'après l'enquête INSEE dans le document 1. Enfin, la gestion de la main-d'œuvre conduit à discriminer les statuts dans les organisations et à restreindre la solidarité, ajoute J.P. Fitoussi et P. Rosanne Vallon. Face à ces difficultés, de nouvelles formes de solidarité sociale apparaissent. Enfin, on a les conséquences. La famille, tout d'abord, se recompose. L'enquête INSEE, document 5, nous montre en effet que l'entraide entre générations est forte, que ce soit des parents vis-à-vis de leurs enfants ou des grands-parents. Par ailleurs, de nouveaux comportements solidaires ont été mis en place grâce à des réseaux sociaux de type associatif, sportif, culturel, mettant ainsi en évidence l'idée selon laquelle l'individualisme n'est plus synonyme de repli sur soi, selon H. Mandras. Enfin, Espogam met l'accent sur l'instauration du revenu minimum d'insertion ayant pour objectif la protection sociale des plus démunis ainsi que leur insertion dans la vie sociale.